Bonjour à tous. Sur Radio-Télévision Cœur de Savoie cet après-midi, on a deux invités. On a Morinière Gladys et puis en face de moi, j'ai aussi Dominique. On abordera aussi un autre thème sur le jeûne. Alors tout d'abord, on va parler un petit peu de cinéma cet après-midi, notamment d'un film qui raconte une histoire d'amitié entre une grand-mère et une jeune fille née autour des luttes de 2005 à l'orée d'un nouveau monde. Alors j'aimerais bien en connaître un peu plus, cher ami. Parle-nous un peu de ce film. Oui, donc le personnage principal, l'héroïne du film, c'est donc Germaine, qui a aujourd'hui 95 ans, que j'ai rencontrée en 2005 dans un cortège militant qui s'appelait la Caravane pour la paix, qui voulait partir de Strasbourg jusqu'à Jérusalem pour défendre la liberté et la paix au Moyen-Orient. Et donc je l'ai suivie, elle m'a initiée un petit peu à creuser l'information, aux luttes, aussi à rester attentive à tout ce qui se passe sur le plan de la politique. Et en 2018, un projet d'autoroute est né qui devait passer donc au milieu de la forêt de son village, à Kolbsheim, à 15 km à l'ouest de Strasbourg. Et donc à cette occasion, je la retrouve. Et c'est là que le film commence, en fait, vraiment, et dépeint nos aventures à travers toutes les manifestations que fait Germaine, puisqu'elle, comme elle dit, elle revit quand elle va en manif. Donc, elle incarne la convergence des luttes à elle toute seule. Hein. Elle a été longtemps dans les rangs de la Confédération paysanne, et puis ensemble, donc on a défilé avec les Gilets jaunes. D'accord, tu t'es beaucoup investi sur la question des Gilets jaunes, par exemple, à titre personnel? Beaucoup investi, non, mais nous sommes allés plusieurs fois avec Germaine, donc jusqu'à connaître personnellement les plus actifs des Gilets jaunes de la région. Et ce qui m'a permis ensuite, donc le coup de théâtre du film, c'est aussi l'arrivée du Covid, qui était le coup de théâtre dans nos vies en 2020. Et puisque Germaine cherchait à passer le flambeau à des plus jeunes, en fait, j'ai eu la sensation que finalement c'était de moi qu'il s'agissait, que c'était à moi de reprendre le flambeau de Germaine, même si elle n'était pas toujours d'accord sur tout. Bien sûr, elle ne pouvait pas s'enfermer sur Internet non plus. Donc il y avait tout un dialogue autour de tout ce qui s'est passé en 2020. Germaine, c'est une personne qui a déjà un grand âge. Voilà, donc quand l'autoroute a commencé à se construire en 2018, elle a 90 ans. Et donc aujourd'hui, elle en a. Là, tu parles de l'autoroute, le grand contournement Voilà, le grand contournement ouest de Strasbourg, Mm-hmm. tout à fait. Qui est un contournement de 28 km et qui a amené à détruire plus de 300 hectares de nature, dont des zones humides, dont des zones normalement préservées par les lois sur l'environnement. Il y a eu une grosse mobilisation à ce moment-là, quand ils ont présenté le projet, quand ils ont débuté les travaux? Eh bien, il y a eu aussi beaucoup de désinformation, de manipulation de l'information. Les gens sont dans les bouchons en rentrant le soir et quand on ne s'intéressait pas trop au sujet, c'est vrai que inconsciemment, les messages, je dirais, de la presse locale, de propagande, si on peut dire, qui défendait ce projet, rentraient inconsciemment dans nos cerveaux. Et finalement, on avait l'impression que donc il y aurait moins de bouchons. Tu as senti une certaine manipulation d'opinion, une sorte d'ingénierie sociale? Oui, parce qu'en fait, mon histoire avec Germaine aussi, c'était toujours de passer par des cycles de grande attention à ce qui se passait, puis de retomber ensuite dans des cycles où on en a un peu marre d'entendre les médias, d'entendre les mauvaises nouvelles, d'être la tête dans les poubelles de ce pouvoir qui finalement est l'auteur de choses très glauques et qui peut déprimer au quotidien. Donc j'ai eu des cycles. Et avant que je retrouve Germaine, j'étais dans un cycle où je passais moins de temps à m'informer, mais je me suis rendu compte après coup que malgré tout, les messages des médias de grand chemin s'intégraient en fait malgré moi, et j'étais vraiment convaincue qu'il fallait bien faire une route, que effectivement peut-être les résistants écologistes exagéraient quand ils parlaient de défendre le grand hamster. Le secteur de l'agglomération de Strasbourg, c'est près de 500 000 habitants aujourd'hui. C'était une nécessité quelque part quand même à ce qu'ils fassent quelque chose, sachant que ce contournement pouvait se faire que de ce côté-ci. L'autre côté, c'est le Rhin et l'Allemagne. Donc
Alors, ça ne répond pas du tout à une nécessité, puisque les problèmes des bouchons, comme partout ailleurs, c'est à l'entrée des villes pour accéder au centre-ville ou pour en sortir. Or, le contournement donc, ne répond pas du tout à ces déplacements. On n'est pas du tout sur le même itinéraire. Il faut de nouveau remprunter la rocade principale si on veut accéder au centre-ville ou en sortir. Okay. Quels étaient les arguments alors qu'ils ont déposés justement pour faire valoir ce projet? Si tu dis, toi, que en fait, ça n'a pas apporté franchement grand-chose au niveau du désenclavement du trafic. Oui, c'était des mensonges purs et simples, c'est-à-dire qu'ils ont quand même, même si c'était prouvé dans les études et par les experts que ça n'allait pas délester les trajets quotidiens, ils ont quand même avancé ce type d'argument. Puis après, vous avez la Chambre du commerce et de l'industrie avec tous les petits patrons qui vont dire qu'il y aura des zones industrielles en plus et qu'il y aura des emplois de créer. Voilà, il y a toujours des intérêts particuliers qui se mettent en avant. Qu'ensuite la multinationale va replanter quelques arbres en bordure de route, alors que c'est très mal fait. Okay. C'est pas du tout à la hauteur de la biodiversité qui a été complètement ruinée à ce moment-là. J'aimerais bien que tu nous parles un peu plus de cette Germaine, sachant que c'est une personne qui a 95 ans, je crois. Et explique-nous un petit peu comment s'est fait cette rencontre, comment vous avez développé ensemble. Tu as fait confiance, en fait, pour prendre en charge son flambeau, je dirais, d'une certaine façon. Elle n'était pas convaincue que c'était moi qui allais le reprendre, puisqu'elle était plutôt en amitié aussi avec plein de jeunes militants. Mais elle a eu confiance, il y a eu quelque chose, un feeling qui est passé entre vous. Bien sûr, donc on s'est rencontrés en 2005, donc quand je suis retournée la voir en 2018, elle me connaissait déjà de longue date. Je l'avais déjà filmée donc, dans la caravane pour le compte d'un autre film. Et en 2019, j'avais passé aussi une semaine de tournage à parler avec elle. C'était la période du scandale des banques. Si tu peux m'aider en 2008 à trouver l'expression consacrée. Les fameux subprimes. Voilà, la crise des subprimes et puis toutes les banques que le contribuable a contribué à sauver, entre guillemets. Donc, on n'est pas encore à l'abri, tout ça. Voilà, les fonds publics qui sont venus au secours des requins de la finance, comme les appelle Germaine. C'est ça. Voilà, donc on avait déjà vécu tout ça ensemble et puis donc forcément elle me faisait confiance en tant que cinéaste engagé, on peut dire. D'accord. Mais j'étais pas en lice pour reprendre le flambeau normalement. C'était pas prévu. Voilà, c'était pas prévu. C'était une opportunité pour toi en fait de pouvoir saisir le relais, je dirais. Disons que c'était une opportunité pour le film aussi, parce que c'est pratique d'être son propre personnage secondaire, mais c'était surtout aussi cette volonté dans le film de documenter cette époque Covid, tout ce qu'on a vécu, toute la censure, toutes les souffrances relationnelles, que j'évoque aussi un peu dans le film à travers ma relation avec Germaine, à travers les discussions qu'on a, les désaccords qu'on peut avoir, la façon dont elle découvre l'information à laquelle elle n'a pas accès. Voilà, donc c'était ce coup de théâtre-là, tout d'un coup, cette envie de me révolter vraiment très fort, à la mesure de... Révolter, c'est un sentiment qui est fort, ça, déjà. Bah oui. Bon, je pense qu'on est révolté déjà un petit peu de nature, on est sensible à ce qui se passe ou pas, un petit peu de nature, de naissance. Mais c'est vrai que je pense que le Covid, on l'a vécu un peu de la même façon. C'était vraiment un très gros choc, l'impression que le ciel nous tombait sur la tête et que le pouvoir profond avait vraiment la main mise sur le monde entier et que l'armée pouvait peut-être sortir dans les rues du jour au lendemain. On ne savait pas ce qui pouvait se passer. Effectivement, il n'y avait plus de limite, quoi. Ok, tu as parlé de souffrance. Comment tu as perçu cette souffrance pendant cette période post-Covid, depuis 2020, tout ce qui est passé, le pass sanitaire, d'autres le traduisent en pass social, enfin, etc. Comment toi, à titre personnel, tu as vécu ça? Il y a eu différents plans, comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a été martyrisé à tous les niveaux. Si on évoque différentes tranches de la population, on a vu dans un premier temps les personnes âgées auxquelles je suis particulièrement sensible être privées de soins, privées de visites. Certaines sont mortes de chagrin, comme on le sait, privées de soins. Oui, parce qu'on rappelle que même les familles, les enfants, ils pouvaient aller voir les grands-parents, mais il fallait des distanciations. Enfin, ils ont fait quelque chose de terrible, quoi, pour les personnes âgées. Elles étaient plus entourées de leurs petits-enfants ou de leur famille à titre propre, même dans les hôpitaux. Les gens sont morts, pas dans l'indifférence, mais enfin, il n'y a pas eu d'intérêt porté par les familles, bien souvent, parce que simplement, il n'y avait pas l'accès ouvert pour qu'on puisse aller voir les personnes.
Voilà, moi j'ai envie de dire, ça n'a été pratiquement que de la souffrance. Après, enfin, c'est-à-dire qu'on a voulu nous submerger par de peur à tout niveau. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'était difficile de savoir comment réagir, comment se regrouper aussi entre personnes qui étaient choquées de la même façon. Donc on a un peu subi tout ça dans un premier temps et on a vu des gens partir alors qu'ils auraient pu être soignés. Ensuite, on a été enfermés comme des enfants. On ne savait pas, les enfants savait qui pas à lisaient quelle sauce on allait être population, mangé, en fait. quoi. Ouais. Oui. Alors il y a plusieurs dates, hein. Tu vas nous en parler. Je sais que ce soir vous êtes à Thonon-les-Bains, au centre de l'Étoile. Alors ça sera peut-être trop tard pour vous y rendre, mais il y a d'autres dates de prévues. Tu peux nous en parler? Oui, donc du 18 au 22, nous sommes en Belgique, du 18 au 22 février. Donc le 20 février, notamment au cinéma de Virton, avec le docteur David Bouillon qui va aussi faire une intervention après la séance. Et nous serons en tournée aussi dans la région lyonnaise entre le 31 mars et le 3 avril, puis ensuite dans l'ouest de la France. Donc toutes les dates sont indiquées sur... Si on tape le titre du film, donc Goliath, Germaine et moi, sur Facebook, on a le site officiel sur Hello Asso et aussi une page Facebook. Où sont indiquées toutes les dates. Donc j'invite le public à suivre la tournée et puis aussi à indiquer s'ils sont intéressés, à contacter l'équipe pour voir si on peut trouver une salle ou un cinéma près de chez eux pour le diffuser. Alors l'appel est lancé, si vous avez une salle à prêter, j'imagine, eh bien, vous pouvez vous manifester sur ton site internet, enfin sur le site qui t'a parlé. Voilà. Ok, eh ben, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ou bien? Oui, donc c'est l'occasion aussi de continuer le débat après le film, de faire intervenir des personnes qui œuvrent dans les différents collectifs en France et qui peuvent aussi prendre la parole pour indiquer les actions qui sont en cours, qui œuvrent dans le sens d'un nouveau monde, c'est-à-dire au-delà des luttes, une fois qu'on sait qui est le pouvoir profond, qui est Goliath, comment on continue l'aventure, comment on s'empare à nouveau de notre pouvoir et qu'est-ce qu'on met en place pour construire l'après. Et donc ça, c'est un appel qui est lancé au-delà de la diffusion du film, de pouvoir parler de tout ça avec les collectifs. J'imagine que tu as un public réveillé quand même. Quand tu parles du pouvoir profond, du deep state, les gens qui viennent à tes réunions sont quand même investis sur la question. Je veux dire, tu ne tombes pas sur des gens. Peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas au courant. C'est possible. Bon, c'est-à-dire, comme on évoque différentes luttes, il y a une lutte qui est quand même assez écologiste. Ensuite, les Gilets jaunes, un peu la Confédération paysanne, puis le Covid, quand même, beaucoup. C'est vrai que c'est davantage les collectifs résistants qui se sont d'abord désignés comme étant très intéressés pour voir le film. Mais il y a parfois un mélange aussi dans la salle, particulièrement dans ma région. Et c'est l'occasion peut-être de trouver un terrain d'entente, d'avoir envie de lutter ensemble, dans le sens de Germaine qui œuvre pour cette convergence des luttes, qui est fédératrice dans ce sens, pour voir qu'en fait, on n'a eu qu'un seul et même ennemi commun. Alors là, on a la preuve qu'une personne qui a 95 ans peut dire aujourd'hui, peut être un moteur ou une source d'énergie, alors que souvent, quand on parle avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes, disent oui, mais nous on ne veut pas se lancer là-dedans, on ne peut rien y faire, c'est comme ça. Or, c'est faux. On peut tous faire quelque chose en réalité. Donc, c'est une question de volonté, c'est un vrai combat. Donc, je pense que cette fameuse Germaine, est un moteur pour toi. Oui, et puis chacun œuvre à hauteur de ce qu'il est, à la mesure de comment il est inspiré, comment il veut s'investir. Il n'y a pas que le combat militant et les manifs, il y a beaucoup de choses à faire et à construire pour notre futur immédiat. Ok, c'est très intéressant tout ce que tu nous as raconté là. Ces images ont été tournées dans le jardin de Germaine, à Königshofen, à peine 2 km du centre de Strasbourg. Je rencontre Germaine en 2005, sans me douter que nous traverserons ensemble les luttes majeures du XXIe siècle et qu'ensemble, il nous semblerait plus facile de débusquer Goliath.
Tu prends ton cannabis? Oui, heureusement. Il y a une manifestation dans les prochains jours? Je ne sais pas, regarde sur Internet. Alors, quel est le projet? Le prochain projet, c'est ce qui m'intéresse. Prochain projet de quoi? La manifester, il ne faut pas les laisser tranquilles. Taruto qui reprendra le flambeau avant de go. Gâter le dernier mot. Nous sommes en guerre. La bête de l'événement est là. Qui reprendra le flambeau. Elle arrive. Ça les arrange pour calmer le peuple. On n'a jamais vécu ça pour l'instant, on va voir. C'est pas une petite révolution, tu vois. Donc vous êtes invité, vous êtes convié si vous avez une salle à prêter. Le message est lancé. Donc il y a plusieurs dates. Alors je te remercie, c'était très intéressant. Merci Bruno. Gladys. Et en face de moi, alors aujourd'hui j'ai Dominique. Alors avec Dominique, on va parler d'un autre thème, quoique ça peut être lié. On va parler du jeûne. Jeûner est le fait de passer un ou plusieurs jours en ne mangeant pas de matière, en buvant seulement de l'eau. Alors, c'est très difficile, cette question, rien que ça, de ne pas manger ou de jeûner. Parle-nous un petit peu de ce jeûne, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu oublié aujourd'hui. Alors oui, le jeûne est oublié dans la tête, dans les têtes et nos mémoires peut-être de ce que nous avons enseigné et de ce que nous entendons autour de nous. Mais ce n'est pas oublié au niveau de nos cellules, au niveau de nos corps. Parce qu'il faut bien savoir que cette aptitude-là, nous en disposons tous à l'intérieur de nous. Il faut savoir que le corps humain, il est câblé, il est prédisposé, il est fait pour résister au manque. Et je viens d'employer le mot manque, mais ce n'est même pas le bon mot, le mot juste. Le corps humain est plus apte à résister à l'absence de nourriture qu'à trop de nourriture. Et aujourd'hui, il y a plus de gens qui meurent aujourd'hui dans le monde de surpoids et de malbouffe, de trop manger des choses mauvaises, que des gens qui meurent de faim. C'est quand même un peu un paradoxe. Et donc, vraiment, comprendre ce qu'est le jeûne et que nous avons tous, absolument tous, cette aptitude à rester 1 jour, 2 jours. Il y a des personnes qui jeûnent même jusqu'à 40 jours, il faut le savoir. Mais peut-être pas seul et peut-être dans des cas particuliers, mais que le corps a cette aptitude fabuleuse. Donc, le corps le sait, c'est la tête qui l'a oublié. Et justement, ce genre d'information permet de réaligner les deux, que la tête se mette au niveau de l'aptitude du corps. Alors le jeûne est un peu oublié aujourd'hui parce qu'en fait, notre société est éduquée de manière à consommer dans l'alimentation et autres. Alors la malbouffe est partout. On note des taux d'obésité importants, des maladies cardiovasculaires, enfin tout ce qui est lié à tout ça. Donc en fait, jeûner aujourd'hui, c'est quelque chose qui est oublié, probablement. C'est quelque chose que toi, tu aimerais remettre en lumière. Ce n'est pas un réflexe, en fait. Aujourd'hui, le réflexe, c'est toujours d'aller chercher à l'extérieur. Je ne vais pas bien, je cherche. Je cherche dehors, je cherche chez les médecins, je cherche dans les je dirais les béquilles. Voilà, les béquilles à l'extérieur, les médicaments, les recettes de toutes sortes. Alors, certaines sont catastrophiques, d'autres fonctionnent bien, mais il y a toujours cette recherche d'aller vers l'extérieur. Le jeûne, c'est vraiment le contraire. C'est « je ne fais plus rien, je vais laisser mon corps repos absolu ». Tu parles de 2 modes de fonctionnement dans le corps. Oui. C'est quoi, en fait, ces modes de fonctionnement? Alors, le corps, soit il assimile, il mange, il digère, soit, quand il est au repos, justement, quand il ne mange plus et qu'il boit, bien sûr, il se met au repos et ça permet de passer dans le mode de désintoxication. Voilà. Donc, soit il assimile, soit il éjecte, il se nettoie, il fait sortir tout ce qui ne devrait pas y être. Et aujourd'hui, Dieu sait si dans les corps humains, entrer, je dirais, de partout, de ce que l'on respire, de ce que l'on mange, de ce que l'on boit et même de ce que l'on met sur la peau, eh bien, il y a des quantités impressionnantes de choses qui ne sont pas aptes et qui ne devraient pas être là dans nos corps. Et le jeûne permet justement d'enclencher ce mécanisme de
J'appelle ça sortir les poubelles. Imaginez une cuisine où on ne sort jamais les poubelles, ce serait une catastrophe. Jeûner, c'est ça, c'est sortir les poubelles. Donc le corps, il emmagasine au fur et à mesure des semaines, des mois, des années, des dizaines d'années. Donc imaginez le niveau d'intoxication de nos corps, même de nos corps non malades. Les corps sont intoxiqués aujourd'hui. Et donc jeûner permet vraiment, d'une manière rapide, précise et ciblée, de faire sortir tout ce qui ne devrait pas être dans le corps. Tu nous parles de déchets, justement. Oui. Quels sont les déchets indésirables dans le corps aujourd'hui ? Parce qu'on sait qu'il y a plein, le microplastique, tout ce qu'on ingère, c'est jamais sain, sans parler de la nourriture transformée ou les adjonctions de sucre ou autres matières qui viennent dedans. Donc, alors là, la liste pourrait être très longue. Je pourrais en parler pendant 1 heure, rien que de ça. Mais dans tout ce qu'on boit, aujourd'hui, il n'y a pas une eau pour en sauver l'autre. Les eaux de bouteille, c'est pas mieux que les eaux de robinet, c'est pas mieux que... J'ai envie même de dire des eaux de source, parce que tout ce qui tombe du ciel, les chemtrails, tout ce qu'il y a comme pollution, je dirais industrielle, comme pollution bien ciblée, l'aluminium, le cadmium, tout ce qu'on nous balance, tout ce qu'il y a dans les aliments. Quand on regarde aujourd'hui une fiche technique d'un aliment, mais ça fait fuir. Oui, mais on nous parle souvent, les médias, d'une pollution de l'eau, où ils font des analyses, ils y retrouvent du mercure, ils retrouvent des concentrés d'aluminium, et des microparticules plastiques, et sans jamais aborder le sujet des épandages. Oui. Alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, tout ça s'infiltre dans les sols, ça finit par polluer les sources. Toi, tu oses aborder le sujet, ça y contribue grandement, parce qu'en fait, ça fait, je dirais, des dizaines d'années que la nourriture, surtout la nourriture industrielle, est complètement dévoyée de la nourriture de base, de l'aliment sain qui pousse, qui est là. Et donc, il y a tellement de transformations, et chaque transformation qui n'est pas naturelle va laisser une trace chimique, une trace toxique dans tout ce qu'on mange. Alors là, il y a aussi, en plus, tout ce qui est cosmétique. Et aujourd'hui, tout ce qu'on met sur son corps, mais c'est une catastrophe. Oui. Dans tout, dans les maquillages, dans les déodorants, dans les aftershaves, bref, tout ce qu'on met sur notre peau, ce n'est que de la chimie. Les produits endocriniens, donc. Les perturbateurs endocriniens, c'est une vraie catastrophe qui, en fait, engendre... J'avais été à une conférence de l'université qui parlait de ça. Ça engendre toutes les maladies dites pudiquement et fort hypocritement, maladies de civilisation. Mais bon, ces produits ne se sont pas retrouvés là dans ce qu'on mange par hasard. Donc, il y a bien une volonté derrière. Ça, c'est un autre sujet. Mais donc, ça engendre les problèmes cardiovasculaires, ça engendre le diabète, ça engendre aussi la stérilisation. Voilà, tous les perturbateurs endocriniens ont des effets. Et il faut savoir qu'une fois qu'ils sont dans le corps, ils sont stockés dans le corps. Est-ce que j'imagine que vous n'êtes pas nombreux à aborder ces sujets sur le jeûne, sur le renettoyage du corps, toutes ces méthodes. Il y a d'autres personnes qui, comme toi, s'attaquent à ces sujets ? C'est une vieille connaissance, je dirais, intérieure, une sagesse intérieure. Ça t'est venu comment ? Alors, il y a un peu de spirituel là-dedans. Alors, oui, justement. Donc, je pense que ceux qui en parlent, c'est ceux qui l'ont connu, ceux sur le chemin... Enfin, ceux qui ont vécu le jeûne sur leur chemin, souvent de maladies et d'impossibilités du monde médical à résoudre les problèmes de maladie, et qui ont découvert le jeûne par différentes voies. Et quand on a été, je dirais, pris en charge par le monde médical, qui a connu des limites et qu'on n'a pas su s'en sortir ainsi, le jeûne, pour beaucoup, a été une voie de sortie et une voie de régénération et de guérison absolue et totale. Pas une voie de réémission des symptômes, une voie vraiment de guérison. Parce que la médecine classique, il faut vraiment comprendre ça, elle enlève le symptôme, mais elle ne va pas à la cause. Mais elle rend dépendant du système. Voilà. Et le jeûne va à la cause. Il n'enlève pas le symptôme tout de suite, mais il va aller enlever les causes de la maladie en profondeur et donc guérir en profondeur sur la durée. Et donc, moi, les maladies que j'avais, peu importe la liste, mais ce qu'il y a, c'est que ça a guéri en profondeur et depuis 10 ans, voilà, ça fait 10 ans, moi, que j'ai vécu cette expérience, je suis guérie et définitivement, et de tout, même de maladies auto-immunes, de maladies incurables, où on m'avait dit, il faudra bien te faire une raison, c'est à vie, on n'en guérit pas. En fait, le jeûne permet d'anticiper justement sur ces maladies éventuelles qui sont dormantes dans le corps, qu'on ne sait pas nous-mêmes, mais qui peuvent se développer
tu abordes là un autre aspect. Préventif. Oui, tu abordes un autre aspect parce que moi, je l'ai vraiment vécu en curatif. Vraiment, moi, j'étais laissée pour morte par le monde médical. Ils ne savaient plus rien faire pour moi. Mais le jeûne m'a guéri de tout. Voilà. En 9 mois, en 6 jeûnes de 7 jours étalés sur 1 an, j'ai guéri de tout. Prise de sang à l'appui. Donc, j'ai toujours mes dossiers médicaux. Mais ça, c'était mon cheminement personnel. Mais le jeûne, moi, ce que j'ai vraiment envie de donner comme message, c'est que le jeûne peut se vivre en titre préventif, justement pour ne pas arriver aussi loin et ne pas en arriver là. Et c'est ça qui est vraiment un beau message aujourd'hui que j'ai envie de faire passer. Je sens beaucoup de bienveillance dans tes propos, Dominique, parce qu'on sent que tu parles pour apporter quelque chose de bien. En fait, ton message, tu voudrais le véhiculer, j'imagine, pour que les gens prennent conscience du mal qu'ils se font eux-mêmes en réalité. Et toi, tu peux apporter une solution là-dessus, mais ça passe par une prise de conscience, évidemment. Donc, en fait, oui, c'est bienveillant. Tout à fait. Pour moi, le jeûne, parler du jeûne, c'est un message d'amour à l'humanité, à mon prochain. Parce que moi, j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir être sauvée grâce au jeûne. Mais moi, j'aimerais bien que les gens, de plus en plus, n'arrivent pas à cet état où ils vont tomber malades. Et je dis toujours, si quand tu choisis de jeûner, tu te fais un merveilleux cadeau d'amour à toi. Voilà. Jeûner, c'est se vouloir du bien. C'est se dire qu'on va aussi entrer en contact avec une part de soi qu'on ignore, c'est-à-dire notre grandeur, la puissance de toute cette mécanique de vie qui est absolument fabuleuse. Nous sommes des créatures, je dirais, divines, et que c'est cette aptitude merveilleuse du corps humain qui peut se révéler et vers laquelle on peut, je dirais, avancer, faire connaissance avec ces aptitudes fabuleuses du corps. Tu parles de divinité, le corps, l'humain, tu le classes dans une divinité, donc plus que respectable à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est dans une société qui devient objet. L'humanité aujourd'hui, ça devient l'homme devient un code-barre, si j'ose dire, un modèle de consommation. Comment tu vois l'avenir là-dessus, justement? Mais justement, le jeûne, il permet... Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un monde, je dirais, essentiellement matérialiste. Les gens pensent qu'ils sont matière, point à la ligne. Tu penses que c'est un gros problème, ça? Pour moi, c'est la base du tout. C'est le problème racine de comment réagissent peu les gens, de comment ils ont aussi peur, de comment ils n'ont pas confiance en eux, de comment ils n'imaginent pas qu'ils peuvent faire des choses fabuleuses, grandioses. Ils doutent d'eux. Ils doutent, parce qu'en fait, ils sont enfermés, vraiment enfermés dans la petite boîte de la matière. Et précisément, le jeûne, en plus d'aller guérir le corps, il ouvre à cette autre part de soi, à cette part spirituelle, à cette reconnexion à qui je suis, à ces forces plus grandes que nous qui sont là et qui nous animent. Alors quand on vit que dans la matière, on ne s'en rend pas compte, mais quand on fait une petite pause, qu'on arrête de manger et qu'on est là dans ce silence, dans cette bienveillance et qu'on met nos caméras à l'intérieur pour observer ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a de la vie à l'intérieur. On se rend compte de notre cœur, on se rend compte de notre résilience. Et le jeûne, alors que bien souvent les gens y viennent pour des raisons de santé ou pour se préserver leur santé, toujours, ça amène à une ouverture spirituelle. Et donc, ça nous reconnecte à plus grand que nous. Et on sort de la petite boîte où on pensait qu'on n'était que matière. Et enfin, on réalise, c'est vraiment une réalisation parce qu'on l'est de toute façon, qu'on est matière et qu'on est aussi esprit. Et là, on arrive à cette harmonisation de l'être qui devient complet et donc qui sort de la peur. Et c'est ça aujourd'hui l'enjeu, c'est sortir de la peur parce que quand on est propulsé à ressentir, éprouver à l'intérieur de soi cette puissance de vie qui est là, ça donne une force à l'être. Ça donne une force pour la vie, indépendamment de son corps et des maladies. Ça donne une grandeur et une dimension de l'être qu'on ne connaissait pas. Et alors, ça, c'est fabuleux. Tout à l'heure, on parlait de clés, de portes. En fait, toi, tu apportes d'une certaine façon une clé qui permet d'ouvrir une première porte sur laquelle ça fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, sur notre façon de vivre, la qualité de la manière dont on soigne son corps et tout chaque jour. Et puis, il y a d'autres clés. Donc, en fait, toi, tu arrives avec une âme bienveillante, je dirais, sur ces questions. C'est plutôt positif, ton discours. J'aime beaucoup ton idée de clé parce que c'est vraiment ça.
commencé à jeûner et tous les témoignages que j'ai entendus de personnes qui jeûnent Oui, je autour de confirme, moi. j'en ai vu beaucoup sur la page, il y avait plein de... Oui, Et je peux le confirmer, les témoignages sont quasiment tous positifs. oui, oui. Et en fait, ce qui est fabuleux avec le jeûne, c'est qu'on ne doit pas attendre d'avoir jeûné beaucoup de jours pour que les premiers effets commencent à se faire sentir. Mhm. Déjà, avec un jour de jeûne par semaine, moi, c'est vraiment ce que je préconise pour les personnes qui n'ont jamais jeûné de leur vie, qui ont vraiment une expérience zéro sur le sujet. Mhm. Un jour par semaine, démarrer ainsi, c'est déjà se rendre compte en un jour que des choses vont bouger, que des choses vont changer, que des raideurs vont s'envoler, Mhm. que l'esprit est plus clair, Ça que permet l'énergie déjà revient. de voir. Ça ne demande pas Voilà. énormément d'efforts, en fin de compte, au début. Mais ça permet surtout de tester Oui. l'efficacité de ce que Oui. tu dis, en fait, le ressenti. Le mot est fort, justement. En fait, il y a juste à le choisir, à le décider. Parce qu'une fois qu'on est dans le jeûne, c'est comme si on était porté par quelque chose. Et j'ai envie de dire, pour le jeûne, on peut lire 100 000 bouquins, entendre 100 000 conférences. C'est comme pour nager. On n'apprend pas à nager devant un bureau Oui. avec un cours. Va à l'eau et tu vas commencer. Pour le jeûne, c'est pareil. D'accord. Et avec le jeûne, c'est très facile parce qu'on peut jeûner une fois, la première fois un jour, la deuxième fois 2 jours, la troisième fois 3 jours. Et en fait, le jeûne, c'est pas dans la tête qu'on le vit, c'est une question d'expérience. Et personne ne peut parler du jeûne, je dirais, valablement. J'adore Philonov, je le cite souvent, il dit les médecins ne peuvent pas regarder leurs patients dans les yeux si eux-mêmes n'ont pas jeûné. J'adore comme il le dit, Mhm. parce que il n'y a que quelqu'un qui a déjà jeûné et qui a traversé cette expérience, qui peut en parler et qui est digne d'être entendu et digne d'être écouté, Mhm. parce que ce n'est qu'une question d'expérience. C'est une aptitude interne. C'est comme si, pour marcher, tu te mets à marcher pour parler de marcher. Quelqu'un qui ne marche pas n'en parle pas. Et jeûner, c'est exactement ça. Donc, j'invite vraiment les êtres à se dire, j'ai une aptitude en moi qui sommeille, c'est ça, hein. J'ai envie, je suis curieux d'aller à des découvertes pour voir ce que ça va produire comme effet en moi. Alors, ta philosophie, est-ce qu'elle est apparentée à un groupe, à une association, quelque chose? Non, Ah tu non. chemines seul. Ah oui, en fait, le jeûne, c'est vraiment, c'est embarqué en nous tous. Mhm. Et voilà, c'est un... Donc, si je veux des informations sur ce que tu fais, il faut que je fasse quoi? Il faut que j'aille sur un site? Il y a un site internet que je n'ai pas en tête, enfin, dont le nom je ne l'ai pas en tête, mais un site internet qui reprend le b.a.-ba du jeûne, qu'est-ce que c'est jeûner, qui montre... Maison de lumière? Oui, Maison de Lumière. Mais Ok. Alors, Dominique, c'est magnifique tout ce que tu nous dis là. Moi, personnellement, je suis convaincu. Ça m'intéresse même à titre personnel. Je sais que ce soir, tu es à Thonon-les-Bains, toi aussi, à l'espace Étoile. Est-ce que tu as d'autres dates de prévues, par exemple, les de causes... conférences ou... Je réponds aux demandes. En D'accord. fait, moi, ma Ok. philosophie, c'est vraiment ceux qui s'interrogent, ceux qui cherchent des réponses. On me contacte et je dis Ok. présent. Je vais dans des salons privés, chez des Ok. gens, je réponds aux demandes. Tu Voilà. fonctionnes comme ça. Bah, c'est Oui, très bien. oui, C'est très bien. Eh bien, écoute, je te remercie. avec Très plaisir. intéressant. Je vous remercie tous les deux. On a fait une petite interview sympa. Et je vous souhaite long vent et long avenir sur ces questions de liberté d'un côté et de bien vivre ou de bien être, de bien manger. En tout cas, sur Radio-Télévision Cœur de Savoie, on était content de vous recevoir.